Je m'appelle Bernard Thibault, moi je suis l'actuel président du conseil scientifique du parc amazonien. Donc le conseil scientifique, c'est un organe qui est à côté du parc, on peut dire, qui sert de référence sur toutes les questions scientifiques, qui peut donner des avis, mais qui peut aussi aider à construire les projets qui concernent la création de connaissances ou l'utilisation de connaissances dans le parc au sens large. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui en Guyane, c'est que l'agriculture sur abatis, c'est la très grande majorité de l'agriculture, et c'est celle qui progresse le plus aussi. C'est la seule région de France où il se crée tous les jours des nouveaux agriculteurs, c'est en Guyane et c'est de l'agriculture sur abatis. Certes, c'est des très petites surfaces, mais donc il n'y a pas régression aujourd'hui de l'abatis. Une des choses qu'on a fait en premier dans le conseil scientifique, puisqu'on démarrait, c'était de faire une stratégie de création de connaissances ou des connaissances sur le parc. Et cette question de l'abatis, de l'agriculture vivrière, l'abatis brûlis, on l'a abordée très rapidement. Alors c'est vrai que pendant longtemps, et moi je l'ai bien connu quand j'étais jeune à l'école forestière ou après, on dénonçait l'abatis brûlis comme une pratique qui détruit la forêt, qui dégrade les sols, etc. etc. Il y avait un présupposé extrêmement négatif vis-à-vis de l'abatis. Bon, il se trouve que dans le conseil scientifique du parc, on a quand même pas mal d'anthropologues qui, eux, avaient une vision tout à fait positive. Et aujourd'hui, du point de vue scientifique, les écologues ont complètement revu leur position en considérant que l'agriculture sur abatis, aussi bien des Amérindiens que des Bushinangés, est une agriculture extrêmement écologique au sens de l'agriculture et au sens de la forêt, au double sens de l'agriculture et de la forêt. En termes d'agriculture, si on regarde le côté agricole, c'est-à-dire production de vivres, production d'aliments pour la population, c'est un type d'agriculture qui va bénéficier, qui va utiliser au maximum l'enrichissement du sol par la forêt pour pratiquer son agriculture. Donc au moment où l'agriculture se pratique, le sol est fertile, en général il est très bon rendement, et il n'y a pratiquement pas d'agresseurs des plantes qui vont être mis. Donc on a écrit une agriculture complètement, entre guillemets, environnementale, puisqu'on n'est pas obligé d'introduire ni d'engrais, ni aucun pesticide, dans la mesure où il n'y a pas du tout d'agresseurs au moment où l'agriculture se fait. Elle dure simplement 2 ou 3 ans, le temps qu'effectivement il y ait une perte de fertilité potentielle ou que les agresseurs arrivent. Et puis on arrête, on repart, on laisse la forêt reprendre son rôle plus ou moins longtemps. Donc déjà en tant qu'agriculture, c'est une agriculture 100% biologique, on pourrait dire aujourd'hui. Du côté de la forêt, moi je considère que ce système-là est vraiment un système agroforestier au sens plein du terme. Classiquement, nous en Europe, on a sorti l'agriculture de la forêt complètement. Il y a l'agriculture d'un côté, la forêt de l'autre. Et en fait, l'abatis, pour moi qui suis forestier, c'est exactement l'acte que fait le forestier quand il coupe des arbres. Et si on regarde bien, l'abatis, ça ressemble à une grosse éclaircie dans la forêt. La forêt guyanaise, pour se régénérer, à mesure où elle est fermée et complète, elle ne pourrait pas se régénérer s'il n'y a pas de temps en temps des trouées. Et donc c'est un système, finalement c'est un système forestier assez astucieux aussi qui préserve la diversité de la forêt. C'est vraiment une technique forestière qui est bien adaptée. C'est une agriculture qui est extrêmement fine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plantes qui sont plantées en même temps, ce n'est pas une motoculture. Donc c'est un mélange de plantes qui s'adaptent mieux à la fois ça s'adapte mieux aux conditions tropicales où il y a quand même beaucoup d'agresseurs dans la mesure où il y a beaucoup de plantes, que tout est biodégradable en forêt, ça veut dire qu'il y a de quoi biodégrader. Donc les agresseurs potentiels de tout ce qu'on plante sont nombreux et présents. Donc en mélangeant beaucoup de plantes, on prend beaucoup moins de risques. Et on s'aperçoit que les populations, que ce soit les Amérindiens ou les Bushinangés, avaient une connaissance génétique même extrêmement forte, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la sélection souvent sur un abatis. Il peut y avoir plusieurs dizaines de variétés différentes de manioc correspondant aux goûts différents, aux utilisations différentes. Donc ça, du point de vue agricole, on a, comme on pourrait dire aujourd'hui, une agriculture biologique, pratiquement le summum de ce qu'on saurait faire en agriculture biologique aujourd'hui, mais avec beaucoup de finesse. C'est pas simplement, derrière, il y a un savoir-faire agronomique qu'on oublie, nous. On oublie souvent que ce soit les Amérindiens ou d'autres populations, ont domestiqué des plantes il y a plus de 6000 ans. Aujourd'hui, en agriculture biologique en Europe, on sait qu'on a beaucoup à apprendre de ce que savaient faire nos parents ou nos grands-parents qui mélangeaient des cultures. Et là, c'est évident quand dans le monde tropical, les savoir-faire amérindiens ou Aluku ou Bushinangés sont des savoir-faire qui sont basés sur des créations de connaissances depuis très longtemps. Des observations, de l'expérimentation. Il y a de l'expérimentation derrière ça. C'est un travail faramineux. Si on doit mettre des scientifiques dessus, le temps qu'ils vont y passer, est-ce qu'ils auront bien la perception des choses? Donc il y a un acquis qui mérite d'être utilisé. Un autre enjeu pour le parc, c'est d'éviter de le perdre. C'est-à-dire que ces savoirs-là, comme un peu ça peut arriver en Europe, ces savoirs-là risquent de se perdre.
De plus en plus, les jeunes ne le font plus. Comme c'est des savoirs assez sophistiqués, s'ils ne sont pas enseignés, comme ils ne sont pas écrits, c'est que de la transmission orale, on risque de les perdre. Alors même que c'est maintenant qu'on en a le plus besoin pour créer une nouvelle agriculture de type biologique en Guyane, par exemple. L'abbati en Guyane dans toutes les populations, moi quand j'ai vécu en Guyane pendant quelques années, l'abbati fait vraiment partie quelque part de la culture et des habitudes de l'ensemble de la population. L'abbati est aussi un lieu de transmission de culture, c'est un lieu fort, c'est un lieu où l'ensemble de la population se retrouve à un moment donné, soit pour faire l'abbati, soit pour travailler, là c'est plutôt la famille ensemble, et donc c'est vraiment un lieu de transmission d'un certain nombre de savoirs, et pas simplement les savoirs botaniques. C'est un lieu de transmission de l'ensemble de la culture. Je pense qu'une des premières choses qui me paraît importante, c'est d'arrêter de penser que ce qui est fait, ce qui est traditionnel est dépassé et pas de haut niveau, quoi, entre guillemets. Je pense qu'il y a une culture, une création de connaissances qui a existé, qui doit continuer. Elle est aussi noble que notre science à nous, qui est la science européenne depuis 2 siècles. Et donc, à partir du moment où cette noblesse-là est recréée, ça veut dire que pour les jeunes, c'est aussi noble de faire de l'agriculture et de l'écologie sur abbati que de faire de l'agriculture productiviste avec des engrais et des pesticides. Mais l'idéal, c'est un peu la réflexion qu'on a eue dans le parc, ce serait d'avoir demain, comme il a déjà existé d'ailleurs, mais de promouvoir l'apparition de scientifiques de ces populations elles-mêmes travaillant sur leur propre domaine, c'est-à-dire d'avoir demain des écologues amérindiens, des écologues bushinengués, des botanistes, des agronomes. Ça va se faire tout doucement. Clairement, l'enjeu, à mon avis, c'est que les activités qui vont apparaître dans le parc, dans les zones d'habitat du parc, doivent être aussi des activités qui apportent des richesses au sens économique du terme, des richesses au sens culturel du terme, des richesses diverses. L'agriculture sur abbati aujourd'hui a des inconvénients par rapport au système global d'échange de la société. Ça c'est clair, c'est un système qui est essentiellement tourné vers l'autosubsistance, comme l'était l'agriculture de mes grands-parents en fait, même de mes parents. Donc on ne reviendra pas probablement dans un monde uniquement de subsistance. Donc tout agriculteur aujourd'hui ou toute population doit avoir des rentrées monétaires, des échanges avec le reste. Et l'agriculture en fait partie. Là, typiquement, la Guyane aujourd'hui importe énormément d'aliments. Donc on imagine bien que les agriculteurs bushinengués, amérindiens pourraient demain être aussi des fournisseurs de nourriture pour la Guyane. C'est un peu idiot d'importer depuis l'Europe des aliments dans un pays aussi grand. Ce qui fait un changement radical de situation. C'est la fixation des populations auprès de lieux importants parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a le dispensaire pour les soins, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, et ça c'est des regroupements de populations assez importants. Camopi c'est presque 1000 personnes, Papaïchton, ce sont des lieux, des villages importants et c'est là qu'on va concentrer. Donc les gens doivent être assez près de ça, ce qui fait qu'il y a un regroupement et ils n'ont pas d'espace autour de ça. Donc l'abbati n'est pas tout à fait compatible avec une fixation. Sauf qu'on peut trouver, comme on le voit chez les Amérindiens à Wayampi, une deuxième solution, c'est-à-dire on a un lieu de fixation principal et des lieux d'éclatement qui sont des zones d'habitat près des abbaties qui sont plus loin, en profitant des capacités de transport. C'est-à-dire que si au lieu de faire 2 km à pied pour aller cultiver son abbati, on peut demain faire 10, 20 ou 30 km, on revient à des surfaces qui sont tout à fait compatibles avec les populations actuelles. La population dans le parc, la population a été multipliée par 10 en 50 ans, donc elle va encore être multipliée par 2 pratiquement dans les 10 ans qui viennent. Donc là, l'enjeu démographique, il est là, il est fort, il est extrêmement prégnant et en contraignant les gens sur des très petites surfaces, on sait qu'on va vers une dégradation du système. Et donc il faut aussi s'ouvrir l'esprit en se disant que ce n'est pas une catastrophe que des hommes aillent en forêt, qui défrichent des abbaties, qui cultivent, qui récoltent des produits forestiers, qui s'enrichissent avec ces produits forestiers et qui maintiennent la forêt. Moi, il ne me semble pas impossible du tout, enfin sur le plan théorique, après il faut le réaliser, d'avoir un développement économique, des créations de richesses importantes dans la zone forestière guyanaise, avec de l'agriculture de type abbati-brûlis, et puis autres, mais simplement il faut donner de l'espace. C'est un type d'agriculture qui demande, c'est de la foresterie et de l'agriculture, ça demande beaucoup d'espace. La particularité, c'est que l'espace là, même s'il y a 40 000 habitants le long du Maroni dans la zone de parc, Maripasoula, c'est une commune qui fait 1 600 000 hectares, c'est énorme. Bon.
Qu'est-ce qui empêche d'imaginer que ces 1 600 000 hectares sont gérés complètement? C'est-à-dire pourquoi faut-il mettre sous cloche 1 600 000 hectares? On peut se dire qu'il y a quelques zones qu'on va garder complètement, ou de toute façon, spontanément, il y a des choses qui ne seront pas touchées parce que c'est trop compliqué, c'est trop loin, on ne va pas. La forêt tropicale est forcément un espace de développement. Et donc comment on fait? Donc là c'est là qu'il faut trouver. Et moi j'ai l'impression que la pratique de l'abatis brûlier, enfin cette pratique agroforestière, est une pratique qui ouvre sur la façon de gérer demain l'ensemble de la forêt guyanaise en y produisant des richesses qui répondent aux besoins de la population.